Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars? Ou encore que Réponse apparaît dans La Reine des Neiges? Ou que Retour vers le futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown? À référence, hommage caché, apparition furtive, rien ne m'échappe pour votre plus grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et t'as vu? Vous allez bien? Parce que moi ça va plutôt bien. Ouais. Ça va. Enfin bref, aujourd'hui nous continuons notre exploration des références du Marvel Cinematic Universe avec le troisième film de la phase 1, Iron Man 2. Et on commence avec l'antagoniste interprété par Mickey Rourke, Ivan Vanko. Saviez-vous qu'il n'est pas l'adaptation d'un, mais de deux personnages? Et ouais, le premier était Crimson Dynamo, ou Dynamo Pourpre dans la langue de Molière, dont l'identité civile était Anton Vanko, qui dans le film est le père du personnage de Mickey Rourke, que nous voyons décédé ici, mais que vous pouvez retrouver également dans la série Agent Carter. Quant au second, il s'agit de Whiplash, deuxième du nom, car il y en a eu plusieurs également. Mais de ces derniers, il a surtout récupéré les fouets en fait. Alors que Vanko, donc Ivan, le fils d'Anton, l'ancien Dynamo Pourpre dans les comics, ça va, vous suivez? Bref, donc alors que ce dernier fabrique son réacteur Arc, tranquillou à la maison en mode papa bricole, nous pouvons apercevoir rapidement quelques couvertures et articles à propos de Tony Stark, dont un en particulier écrit par un certain Rob Down. Référence évidente à l'acteur interprétant le rôle titre, Robert Downey Jr., et qui fait également au passage un petit clin d'œil à la période anticommuniste du personnage par le biais du titre. Tiens d'ailleurs, que fait Tony depuis le dernier film? Eh bah, ce dernier a décidé de redémarrer un projet de son père, la Stark Expo, pas mégalo le mec, hein, durant laquelle il en profite pour projeter le film promotionnel qu'avait fait son père à l'époque pour la première exposition. Un film rappelant vaguement quelque chose. Ah voilà, c'est ça que ça me rappelait, ce film-là. Un petit spot promotionnel pour le parc Disney World, présenté par Walt Disney himself. Et vous pourrez donc constater par vous-même les étranges similitudes entre ces deux spots. Ironique quand on sait que la société Disney est devenue propriétaire de Marvel l'année de sortie de ce film. On pourra dire ce qu'on veut de la qualité des programmes de WHIH, chaîne déjà présente dans Iron Man et l'Incroyable Hulk, ils savent choisir leur présentatrice. Ici, Olivia Munn, actrice interprétant Psylocke dans le film X-Men Apocalypse, dont c'est la première apparition dans une adaptation de comics. Mais à l'époque, elle était surtout connue pour Cette dernière nous présente la keynote de Tony Stark. Petit clin d'œil ici à Apple et ses célèbres keynotes, qui sont en fait des présentations. Alors là, faut être très attentif car nous allons avoir droit à quelques caméos. Présente Larry. Oh, l'oracle, Oui, rappelez-moi. Cet homme à qui Tony vient de parler est Larry Ellison, PDG de la société Oracle Corporation. Alors vous devez sûrement vous dire, et alors, osef de ce mec? Bah ça prend tout son sens quand on sait que ce dernier est souvent comparé à Tony Stark, et que sa société, Oracle donc, apparaît à plusieurs reprises durant le film, et que la scène finale se déroule dans le biodôme de sa société. Et vous avez bien sûr reconnu Stan Lee dans son caméo habituel maintenant, qui cette fois n'est pas confondu avec Hugh Hefner, comme dans le premier film, mais avec le journaliste américain Larry King. Ah Tony, tu es vraiment ingrat de ne pas reconnaître ton créateur. Et nous venons d'avoir le plus bref caméo de tout le film, celui de Seth Green. Acteur connu plus particulièrement pour son rôle dans Buffy contre les vampires, mais surtout créateur de Robot Chicken, émission ayant parodié à de nombreuses reprises Iron Man. Et pour terminer, je pense que vous avez reconnu la charmante Kate Mara, interprète de James Storm dans Les 4 Fantastiques de Josh Trank, sorti en 2015, dont c'était la première apparition dans une adaptation de Marvel. Petite anecdote amusante à propos du rôle du sénateur Stern, interprété par Gary Shandling, que nous retrouvons d'ailleurs dans Captain America 2. John Favreau, réalisateur du film, déclara qu'il avait nommé le sénateur Stern en hommage à Howard Stern, animateur-producteur très célèbre aux USA. Rien d'exceptionnel là-dedans, mais ça devient amusant quand on sait que Howard Stern est un fan de Gary Shandling. Ça va mon pote? Je m'attendais pas à te voir ici. Écoute, c'est moi, me voilà, c'est comme ça, t'as pas le choix. Oui. Non mais je voulais laisser tomber. Petit clin d'œil méta, puisque ce dialogue prend tout son sens quand on sait que Don Cheadle, ici présent, remplace Terrence Howard qui interprétait le personnage dans le premier film. Ce dernier a été remplacé par Don Cheadle, surtout à cause d'une question d'argent. Dans notre chaîne de commandement, monsieur... Je suis indépendant mais j'accepterai le ministère de la Défense si vous insistez. Et si on peut aménager le temps de travail, qu'on se peut. Petit clin d'œil aux comics, puisqu'il le sera un jour dedans. Waouh, regardez ça. Ça c'est de l'art moderne. Faut l'accrocher. Alors pour les connaisseurs, le tableau que décroche Tony là est juste un Barrett Newman. Voilà, c'était l'instant peinture. Vous ne m'écoutez pas, Non, je vous nomme qui présidente. Pourquoi vous ne voulez pas?
Vous avez bu ou quoi? Toujours comme dans les comics d'ailleurs, c'est fou ces coïncidences, non? Non, c'est pas fou, c'est normal? Bah ouais, parce que ça s'inspire des comics. Enfin bref. Selon Jon Favreau lui-même, l'homme qui a donné les faux papiers à Vanco est un membre des 10 Anneaux, organisation à l'origine de l'enlèvement de Tony Stark dans le premier film, et que nous retrouverons dans le troisième. Sympa ce petit fil rouge, non? Comment vous vous appelez? Rushman, Nathalie Rushman. Devant, au centre, sur l'hôtel. Il est marrant de noter que l'alias qu'utilise la future veuve noire des Avengers et qui a été présentée durant ce film est Nathalie Rushman, s'inspirant de l'un des alias qu'a utilisé le personnage dans les comics. Notez également que ce personnage a été créé dans les pages des comics Iron Man et qu'elle apparaît dans un film Iron Man. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors que Tony se détend avant sa course, il discute rapidement avec Elon Musk. Monsieur Musk, Vous allez prendre cette place. bravo pour votre promotion, Pepper. C'est très gentil à vous. Ilan, comment ça va? Ces moteurs Merlin sont fantastiques. Mais merci, Ouais. j'ai aussi un projet de jet électrique. Vraiment? Oui. Eh ben, on fera voler. Homme un peu à l'origine de PayPal ou SpaceX. Avant de tomber sur, vous l'avez reconnu? Et oui, il s'agit bien de la célèbre Christine Everhart, ancienne conquête de Tony, dont nous avons fait connaissance dans le premier film et future présentatrice de WHIH. Les Formule 1 que nous apercevons sont d'authentiques voitures utilisées lors de courses. Elles ont été prêtées en partie par Chris Locke, ancien coureur automobile, dont nous pouvons apercevoir le nom parmi les participants d'ailleurs. Au passage, l'on peut également apercevoir le nom de Chapman, qui est un clin d'œil à feu Colin Chapman, fondateur de Lotus. D'ailleurs, pendant que Tony se prépare, nous constatons que le sympathique Mickey Rourke a réussi à s'infiltrer parmi le personnel sous l'identité de B. Tourgenov. Référence ici à Boris Tourguenev, l'un des anciens Dynamo Pourpre dans les comics, le deuxième en fait, donc celui après Anton Vanko, le père d'Ivan, mais dans le film. Vous suivez toujours? Vous vous doutez bien que ce n'est pas réellement Tony Stark qui conduit sa voiture lors de la course, parce que c'est un personnage de fiction. Donc pour les prises de vue réelles, c'était en fait Tanner Foust, et Tanner Foust c'est le présentateur de Top Gear version USA. Voilà. Avec ce costume bleu et ses flammes un peu partout, je sais pas vous, mais moi j'y vois une petite ressemblance avec la torche humaine des 4 Fantastiques. Le fait que Happy sauve Stark en fonçant sur Whiplash peut faire écho à une aventure des comics, dans laquelle, après avoir subi un accident de voiture, Tony se fait sauver par Happy qui le sort de la carcasse de la voiture. Ah, cette valise armure. Cette valise armure est bien connue de la part des fans des comics. Enfin, pas tout à fait dans cette version, puisque celle du film revisite la valise dans laquelle Tony trimballait une version Ikea de son armure. Ikea parce qu'il devait l'assembler lui-même à la main, comme un grand. Mais les fondations de l'entreprise sont toujours extrêmement solides. Cette petite phrase anodine Les fondations de l'entreprise sont toujours extrêmement solides. est en fait une référence à une phrase prononcée par le sénateur John McCain. The fundamentals of America's economy is still very strong. I believe the fundamentals of this economy are strong. Mais les fondations de l'entreprise sont toujours extrêmement solides. Voilà. Passage, la petite sculpture que nous apercevons en arrière-fond est d'Alberto Giacometti et s'appelle L'Homme qui marche. Si vous désirez l'acquérir, sachez qu'elle a été vendue 107,3 millions de dollars, faisant d'elle l'une des œuvres d'art les plus chères jamais vendues au monde. La 8e en fait. Pour les plus curieux, la numéro 1 est Les Femmes d'Alger de Pablo Picasso, vendue pour la modique somme de 179 365 000 dollars en mai 2015. Et au passage, vous noterez un petit caméo de Christiane Amanpour, célèbre journaliste américaine. Pendant que Tony examine le dossier de son agresseur, nous apprenons ceci. Anton Vanko, physicien soviétique, décida de passer à l'Ouest en 1963. Année d'apparition du personnage dans les comics. Marrant, non? On pourrait également noter que la photo utilisée pour illustrer le casier judiciaire d'Ivan est une véritable photo de Mickey Rourke lors d'une de ses arrestations. L'usine d'Hammer est en fait une véritable usine, celle de SpaceX, dont nous avons pu apercevoir le fondateur durant la scène à Monaco. Vous savez, le Elon Musk de tout à l'heure. Enfin bref, pour l'anecdote, les personnes au fond là sont de véritables employés en train de bosser. Eh ouais. Et quand on sait que les tournages ont eu lieu la nuit, on se dit que ça chômait pas à SpaceX. Hein. Le DJ mettant l'ambiance est feu DJ Aim, décédé durant la post-production. D'ailleurs, le film lui est dédié. On n'est pas obligé de faire ça, Tony. Tu veux être une machine de guerre? Ah, Tony, sans le savoir, tu viens juste de baptiser ton coéquipier. Bon, c'est facile, c'est déjà le nom qu'il porte dans les comics, donc... Major? Vous l'avez reconnu? Eh oui, il s'agit bien de l'excité de la gâchette du premier film. Whiplash de feu vert. Ouvrez le feu si c'est dégagé. Major, on ne sait même pas sur quoi on va tirer. Rappelez les Raptors. Ce truc a détruit un F-22 dans une zone réservée défense. Whiplash 2, si vous avez le champ libre, tirez.
Monsieur, je vous serais reconnaissant d'évacuer ce donut. Bon, tout d'abord, vous avez bien sûr reconnu là Samuel L. Jackson, apparaissant officiellement pour la première fois en tant que Nick Fury, pour sa première apparition, voire l'épisode précédent. Et qui dit Nick Fury dit... J'ai refusé de me joindre à votre boys band secret. Oui, je sais, oui. C'est vous qui voulez pas bosser en équipe. Et ça vous réussit? Donc vous avez bien sûr là compris la petite référence aux Avengers, d'où se met en place. Excellent. Mais qui dit Nick Fury dit également Coulson, qui nous a été présenté dans le premier film. Bah le revoilà. Capable de défoncer le bunker, qui est sous le bunker, qui est sous le bunker, presque assez futé pour écrire un bouquin, auprès duquel on croirait qu'Ulysse n'est qu'un gribouillage. Et elle vous le lirait. Alors dans cet extrait, Hammer fait bien évidemment référence à Ulysse 31, le célèbre dessin animé top méga cool qui a bercé mon enfance. Non, plus sérieusement, on pourrait penser qu'il fait référence à Ulysse de l'Odyssée d'Homère. Mais en fait non plus. Non, le Ulysse dont il parle en fait est un roman écrit par James Joyce. Et le lien avec le gribouillage prend tout son sens quand on sait que James Joyce a écrit ce roman avec une vue déclinante, transformant donc son écriture petit à petit en gribouillis. Et voici une scène riche en clins d'œil. Tout d'abord, sur le plan, vous pourrez noter les noms de William G. Lowe, Sharon Davis et Walt Hatfield, membres de l'équipe. Le spectateur attentif pourra apercevoir furtivement la première couverture du comic Captain America apparu en mars 1941 et que nous retrouvons également dans le film consacré à ce dernier. Là, sur le clap, vous pourrez apercevoir Johnny Libatic, rappelant Matthew Libatic. Ça vous dit rien, mais ce mec était le directeur de la photo sur les films Iron Man. Vous pourrez également apercevoir les schémas du cube cosmique, élément qui sera au centre de l'intrigue de Captain America, toujours, et surtout des Avengers. Coucou Billy. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de Billy O'Reilly, célèbre présentateur et polémiste américain. Quoi que ce soit de réel en vous? Vous parlez vraiment latin? Fallaces sunt rerum species. Ce qui veut dire... Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Ça veut dire rentrer par vos propres moyens ou je vous fais raccompagner. Une vraie pro! Alors soit son latin est rouillé, soit elle a menti délibérément à Tony, car en fait cela signifie « les apparences sont trompeuses », qui est une citation de Sénèque Lucio Anneo. Voilà, c'était le moment historique et culture de l'émission. J'espère que vous l'avez savouré. Alors que Tony prépare son matériel pour créer un nouvel élément, ce que je fais tous les matins, il ouvre une caisse sur laquelle est imprimé Projet Pegasus. Alors ça vous dit rien, mais dans les comics, le Projet Pegasus est un projet gouvernemental lié à la recherche d'énergie et qui sera étroitement lié au cube cosmique dans le film Avengers. Qu'est-ce que ça fait ici? Apportez-le-moi. Vous savez ce que c'est? Ouais, c'est ce qu'il me fallait pour que ça marche. Bien sûr, vous avez reconnu là la réplique du bouclier de Captain America, que son père inventa durant la Seconde Guerre mondiale, comme nous pourrons le découvrir dans le film consacré à Steve Rogers. Marrant de noter aussi la réaction de Coulson, surtout quand on apprend dans le film Avengers qu'il est un fan du personnage. Malgré sa mission, Coulson doit l'abandonner en dernière minute pour un problème qu'il doit régler d'urgence au Nouveau-Mexique. Introduction ici du futur film Thor. Voilà, le wrestler. Pourquoi Justin Hammer appelle Ivan Vanko le wrestler en rentrant dans la pièce? Voilà, le wrestler. Bah tout simplement parce que Mickey Rourke, l'acteur, a joué dans The Wrestler. Pas mal du tout au passage. Donc encore une blague méta puisqu'elle fait référence à l'acteur et non au personnage. Toujours avec Justin Hammer. Ce dernier ne tente pas seulement de plagier Tony Stark par le biais de sa technologie ou attitude, mais également Steve Ballmer, ancien PDG de Microsoft, par le biais de cette danse, rappelant les présentations peu conventionnelles de l'ancien PDG. Mais peut également faire référence au film Swingers, dans lequel joue John Favreau et dont la chanson était le thème principal du film. D'ailleurs, est-ce que le logo de Justin Hammer ne vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas un peu le royaume de Thor, non? C'est encore plus marrant quand on prend conscience que Hammer, ça signifie marteau, comme l'arme préférée du dieu du tonnerre. Après le petit clin d'œil de la part de Louis Leterrier au coup de boule de Zinedine Zidane dans l'incroyable Hulk, Jon Favreau nous en offre un à Mike Tyson et sa célèbre technique du mordage d'oreille. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la bataille finale se passe dans le biodôme de la société Oracle. Mais vous pourrez également trouver dans cette scène beaucoup de similitudes avec le film Silent Running datant de 1972, comme le final se déroulant par exemple dans un dôme contenant une cascade, ou encore les War Drones, etc., etc. Alors que Tony va se faire enguirlander par Nick Fury, nous pouvons
apercevoir la diffusion d'un journal télévisé, celui de la chaîne WHIH bien évidemment, quelle autre chaîne. Mais surtout, c'est le même diffusé durant le film L'Incroyable Hulk, ce qui nous indique que ce dernier se déroule donc en parallèle d'Iron Man 2. Ah là je pense que la référence est assez claire, non? En arrière-plan vous pourrez remarquer une carte et sur cette dernière l'on peut distinguer des petits clins d'œil plutôt sympas. Vous pouvez remarquer qu'un point se trouve au milieu de l'Atlantique, pouvant indiquer éventuellement l'Atlantis de Namor, qui à ce jour n'a toujours pas fait parler de lui dans l'univers cinématographique de Marvel. Le point au Groenland est le site du crash du Captain America a priori, le marquage à New York fait sûrement référence à Hulk, la tache au Nouveau-Mexique fait clairement référence à Thor et la zone où se trouve son gros marteau. Le point en Californie indique la maison de Stark, bien évidemment, et quant au point en Norvège, je sais pas, sûrement lié à Thor. Et enfin le dernier, en Afrique, situant le Wakanda, pays d'origine de Black Panther, héros introduit lors du film Captain America 3, et dont les terres ont été visitées lors d'Avengers 2. Ce qui fait que nous sommes d'avis pour l'instant de ne faire appel à vos services qu'en tant que consultants. Je suis hors de prix. Ici, petit lien avec le court-métrage Le Consultant, qui chronologiquement est sorti avant Iron Man 2, mais qui se situe à la fin de l'Incroyable Hulk, donc se passe après Iron Man 2 en fait, et qui confirme encore une fois au passage que le film L'Incroyable Hulk se déroule en parallèle d'Iron Man 2. Puis pour finir, la scène post-générique, celle-ci introduisant au prochain film à venir, et pour le coup également à la prochaine émission, consacrée donc à Thor. Pas grand chose à dire, à part qu'elle n'a pas été réalisée par Jon Favreau, mais par Kenneth Branagh, réalisateur de Thor justement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook, à laisser un commentaire, à taper du pouce bleu, mais surtout à partager cette vidéo. Qui sait, ça pourrait peut-être plaire à vos amis. Si jamais j'ai oublié une référence, n'hésitez surtout pas à la préciser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ouvrez l'œil! La prochaine fois, commence par ça.